Alors, bonjour tout le monde. Après avoir reçu les députés du Saguenay la semaine dernière, on reçoit cette semaine nos députés du Lac-Saint-Jean, donc M. Denis Trottier et M. Alexandre Cloutier. Comme à l'habitude, petite présentation et ensuite je prends les tours de parole. Alors, bonjour messieurs, bienvenue au Cercle de presse. Bonjour. C'est à vous. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Merci de cette invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que c'est juste pour enregistrer plutôt que pour projeter ma voix, c'est bien ça? Alors, bonjour et merci de cette invitation. Alors, je vais en profiter pour revenir un peu sur les événements qui se sont produits, en fait, qui ont été annoncés dans la journée d'hier avec Rio Tinto Alcan. Vous savez qu'un des sujets de préoccupation importants de l'automne dernier a certainement été la gestion du niveau du lac. Je tiens à souligner que le timing était particulièrement bon pour le gouvernement du Québec parce que ces événements se sont produits dans un moment où le gouvernement du Québec doit procéder au renouvellement du décret. Et par définition, le renouvellement de décret amène aussi une réflexion sur les conditions qui doivent être émises et qui doivent bien évidemment s'ajuster en fonction des nouvelles réalités. Alors, on avait prévenu Rio Tinto. Ils savaient que nous allions émettre le communiqué d'hier. Ça leur a permis de réagir favorablement. Vous avez vu qu'ils ont offert leur entière collaboration. Et je tiens à saluer justement cette collaboration que nous allons avoir de la grande entreprise. Tout comme nous, gouvernement du Québec, avons la responsabilité d'accompagner les citoyens pour s'assurer que l'ensemble de l'information sera disponible pour que les gens soient suffisamment documentés pour apporter un dialogue puis un apport important lors des audiences publiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour la première fois dans l'histoire de notre région, nous allons pouvoir transformer de l'aluminium à même la grande entreprise. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé faire un tour à Alma, mais vous allez peut-être remarquer que nous sommes en train de construire la première usine d'extrusion du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un projet de 12 millions. Et nous travaillons déjà à la phase 2. Si nous avons un projet sur lequel nous devrions nous réjouir et prendre toute la mesure, on est en train de modifier toute la dynamique où avant, on produisait évidemment l'aluminium et on devait acheter les pièces transformées à même l'Ontario, à même les États-Unis ou à même la grande région de Montréal. Assez stupide pour une région qui est une des plus importantes au monde en termes de production d'aluminium. Alors, tout ça pour dire qu'on pense bien pouvoir compléter la phase 1 dès le printemps. Et déjà, nous sommes en train d'attacher le financement. Le gouvernement du Québec est interpellé pour une somme de 2,2 millions pour la construction de la phase 2, qui aura attrait à tout l'assemblage, la peinture des pièces, pour que nos entrepreneurs puissent avoir accès à des structures déjà en produits finis à même la même usine, et tout ça en partenariat avec nos chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bref, c'est un projet extrêmement porteur, et peut-être je pourrais vous donner des détails un peu plus tard. Vous savez que je suis aussi ministre responsable du Nord. Il faut toujours se rappeler que nous avons 3 comtés au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont au-delà du 49e parallèle. Il y a d'importantes sommes en jeu qui sont à même le secrétariat au développement nordique et nous avons, nous, la responsabilité, les élus de la région, de s'assurer qu'il y aura et que nous pourrons bénéficier de toutes ces retombées. Il y a plusieurs projets de développement de mines dans la région de Chibougamau, mais aussi ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres avec BlackRock puis Ariane Phosphate. Mais je ne pense pas que nous avons suffisamment mesuré la problématique de l'accessibilité de nos chemins de fer. La problématique des chemins de fer est réelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont ce même type de problème dans la grande région de cette île. Le gouvernement a lancé un plan d'affaires pour l'accessibilité pour Schefferville. On a un problème pour l'accès au port de cette île. Mais pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un sérieux besoin d'asseoir les partenaires ensemble, les propriétaires de chemin de fer, parce que vous savez que Rio Tinto est propriétaire du chemin de fer sur un important tronçon qui donne accès à Grand-Anse, au port de Grand-Anse, et l'autre propriété appartient au CN. Mais au-delà des propriétaires individuels, est-ce que le gouvernement du Québec n'a pas lui aussi une responsabilité de s'assurer de l'accessibilité des chemins de fer, de ces infrastructures pour l'ensemble des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
du moins, on réalise avec les gros projets qu'il y a dans le Nord, si on veut que nos entrepreneurs puissent envoyer de la marchandise à partir d'ici vers le Nord ou que nous puissions exporter des minerais à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, encore faut-il que nous ayons accès au chemin de fer. Nous avons demandé une rencontre avec Rio Tinto, avec mon collègue Stéphane Bédard de Chicoutimi particulièrement, mais évidemment l'ensemble des députés du caucus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il y a une rencontre qui sera prévue avec nos amis de Rio Tinto prochainement là-dessus pour discuter de la problématique. Mais il n'y a pas juste Rio Tinto qui est impliqué, là, je veux être clair. C'est une problématique plus large qui est celle de l'accessibilité pour l'exportation de nos ressources. Alors voilà en mot d'introduction ce que je souhaitais partager avec vous. Peut-être un mot, si vous me permettez, sur le bilan. Quand même, les années où la fois annuelle que vous m'invitez est quand même une occasion pour nous de rappeler un peu les bons coups. Mais juste pour vous dire que dans la dernière année, dans le comté de Lac-Saint-Jean, 73 millions ont été investis dans le comté de Lac-Saint-Jean, 40 millions pour refaire de A à Z ou presque l'hôpital d'Alma, la voie de contournement qui a enfin été annoncée pour le détour de l'île Maligne. Le centre Mario Tremblay, enfin, nous allons avoir une nouvelle piscine à Alma, donc 2 piscines, un nouvel aréna. Il y a plus de 2,6 millions qui ont été investis dans les écoles secondaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pardon, dans le comté de Lac-Saint-Jean. On a annoncé 44 nouvelles places en garderie. On a annoncé la création d'un nouveau centre pour personnes âgées à Saint-Nazaire. On a supporté le développement économique, particulièrement dans l'industrie forestière, avec l'accompagnement de prêts ou de subventions directes à des entreprises comme Belle de Jour qui sont dans les serres, ou des entreprises comme Petit Paris, qui est la coopérative qui emploie de nombreux travailleurs. Bref, on a fait du développement économique, on a soutenu nos jeunes, on a soutenu nos écoles, on a soutenu nos aînés. Je pense qu'on peut être fiers parfois. Bref, vous êtes prêts pour des élections? Les élections, nous sommes dans un gouvernement minoritaire, il vaut mieux l'avoir en tête parce que c'est jamais très loin. Mais pourquoi? Peut-être serons-nous le premier gouvernement minoritaire à faire un mandat de 4 ans. C'est pas impossible. L'avenir nous le dira. Voilà. Monsieur Trottier. Bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Puis en plus, moi, je suis de bonne humeur. Je reviens de vacances. Vous savez, on a des jobs qui sont extrêmement passionnantes, valorisantes, mais aussi exigeantes. Moi, quand j'arrive au bureau, là, c'est tout ce que je fais, c'est je règle des problèmes. Du matin au soir, puis le fin de semaine, puis le soir, etc. Fait que de temps en temps, il faut recharger les batteries. Et comme avait dit, je ne sais pas, quelqu'un qui avait dit « je suis prêt », là, c'est ça, « je suis prêt ». Ça fait qu'on y va. Tout d'abord, je voudrais vous dire que dans mes priorités, c'est sûr que les suites du rendez-vous national de la forêt québécoise, c'est ma grande priorité. On a réussi... En tout cas, quand je regarde ça avec un peu de recul, une espèce d'exploit par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, après le rendez-vous, Denis, on était persuadés que ça allait être un échec. On était persuadés que tu ne pourrais pas réussir, même si Mme Marois était associée à tout ça, etc. Parce que, d'abord, il y avait un temps extrêmement court, là, 2 mois d'organisation. Puis d'autre part, il y avait tellement d'intervenants différents avec on pourrait dire des préoccupations différentes, là, le monde syndical, le monde écologique, etc. La plupart des gens croyaient que ça allait être un échec, puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Puis il y a toutes sortes d'explications. C'est sûr que la présence de Mme Marois y a compté pour beaucoup, qui a démontré que finalement, nous autres, c'était une véritable priorité. Mais aussi parce que les gens y ont cru, puis ils ont mis du sien, chacun des intervenants. Là, il faut qu'on donne, on pourrait dire, il faut qu'on s'arrange pour que tout ce qu'on a proposé, le plan d'action qu'on a, puisse être mis en place. Et je pourrais vous dire que ça avance. Il y a 3 grands chantiers qui ont été mis en place. Il y a des rencontres qui ont été faites avec différents groupes. Et je n'ai pas parlé avec tout le monde, là, mais ceux à qui j'ai parlé me disent qu'ils sont très satisfaits de l'état d'évolution des dossiers. Puis, le 7 février, on va faire le point sur l'état d'avancement des travaux pour voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais présentement, on est dans les échéanciers qui avaient été précisés. Parce que vous vous rappellerez que ce n'était pas juste une liste de vœux pieux. Là. Il y avait vraiment des engagements concrets, des échéanciers. Puis là, présentement, on est dans les délais qu'on avait mis de l'avant.
Deuxième élément, c'est que là, moi, je vais continuer ma tournée des municipalités. C'est quelque chose que j'ai initié il y a plusieurs années. Je pense que les gens sont contents de ça. Ça permet aux élus, aux citoyens de me rencontrer. Puis c'est sûr que moi, j'ai un grand comté. Ça fait que là, c'est important de faire le tour. Puis à ces occasions-là, ça permet de voir vraiment un peu la température de l'eau. Puis je pense que c'est sûr que cette semaine, la température de l'eau est assez basse, là. Mais la température du moral, on pourrait dire, m'apparaît assez bonne là, présentement. Sur la question de l'agriculture, je vous rappellerai qu'entre autres, mon ami François Gendron est venu faire le tour dans mon comté. Ça a été bien reçu. Les gens étaient contents de la rencontre. C'était des rencontres informelles. C'était pas des rencontres pour annoncer des affaires, mais venir justement connaître un peu les préoccupations des gens. Puis les gens étaient bien contents de l'accueil que François, l'écoute surtout que François leur a donné. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui vont se passer dans les prochains mois par rapport à ça. Dans les autres éléments, je pourrais dire d'introduction, puis je suis certain que vous allez avoir des questions. La question de la certification FSC, qui est quand même assez fondamentale. Vous vous rappellerez là, que juste avant les fêtes, il y a eu des interrogations par rapport à ça. Bon, Greenpeace qui a fait des interventions. Puis là, on a convenu le 22 décembre, si je me trompe pas, c'est qu'il allait y avoir 2 groupes de travail qui allaient être mis en place. Puis ça, c'est en collaboration avec Résolu, parce que c'est Résolu qui est touché. Puis il y avait entre autres M. Dumoulin qui était là, le Conseil de l'industrie forestière, puis 2 groupes de travail. Un premier sur la question de la certification comme telle, qui vise à voir comment est-ce qu'on peut faire pour regagner les certifications. Donc là, on est en train d'évaluer tout ça. Puis également aussi un groupe de travail sur la valorisation des pratiques des entreprises forestières au Québec, parce qu'il y a déjà eu une tournée autour des années 2000 là, avec M. Chevrette à l'époque. Puis je pense qu'on regarde quelque chose là, qui pourrait peut-être s'inscrire dans cet esprit-là. Bon, c'est sûr qu'il y a un certain sentiment d'urgence. Hier, j'ai parlé avec Richard Garneau, président de Résolu, qui me dit que là, Greenpeace est en train de faire le tour de leurs clients, puis que, comme on dit, c'est pas nécessairement très positif. Puis moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné que Greenpeace, puis l'ensemble des intervenants se rendent compte que quand on parle de développement durable, il y a vraiment 3, on pourrait dire, aspects fondamentaux. C'est sûr que les questions d'environnement sont extrêmement importantes, puis moi, j'en suis de l'environnement, j'ai été un des premiers écolos dans la région. Mais les aspects sociaux et économiques demeurent fondamentaux. Si une entreprise n'est pas rentable, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de travailleurs. Puis pour les communautés, les emplois qui sont là, c'est fondamental. Puis, parce que j'ai vu, entre autres, une émission en fin de semaine, je pense qu'il y a dans l'Évasion, puis c'était sur la question de la certification. Puis c'était un ancien écolo qui était rendu responsable de la certification dans une entreprise. Puis il disait, moi, j'ai pas de honte à travailler pour une entreprise. Mon passé écolo me dit que c'est ça le développement durable, c'est qu'à partir du moment où il y a des apports économiques importants, que tu fais vivre une communauté, puis que tu fais des pratiques qui sont responsables, c'est correct. Mais il faut être conscient que si le travail de Greenpeace conduit à des fermetures d'usines, bien Greenpeace aura une responsabilité sur les épaules, là. C'est pas vrai qu'on va dire que c'est à la faute des entreprises, etc., parce que dans ça, il y a toujours des questions d'interprétation. Puis je pense qu'il faut vraiment être capable de bien saisir que le développement durable, c'est un trio, puis qu'on ne peut pas en laisser tomber un ou dire qu'il y en a rien qu'un qui est important. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. C'est sûr que c'est pas facile, tous ces dossiers-là, mais je pense que quand on travaille ensemble, on a plus de chances de réussir, et c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on commence avec une question d'un journaliste du Lac-Saint-Jean qui s'est déplacé pour vous ce matin. France Paradis, il sera suivi de Denis Lapierre et de Louis Tremblay. Oui, ma question s'adresse autant à M. Cloutier qu'à M. Trottier. L'automne dernier, on a failli avoir des élections. Il y a un magnifique fonds d'argent qui s'est libéré, qui a permis notamment à M. Cloutier dans le comté là, de régler toute une série de dossiers. Vous êtes venus en aide à plein de municipalités et tout. Il reste encore plusieurs dossiers qui doivent avancer. Est-ce qu'on doit s'attendre en prévision d'une élection au printemps, même si vous avez dit tout à l'heure que vous pourriez être le premier gouvernement minoritaire à durer 4 ans? On parle déjà d'une élection au printemps. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle annonce, une série d'annonces qui vont venir bonifier les dossiers?
C'est évident que l'enveloppe pour les infrastructures sportives nous aura permis de faire voir le jour à plusieurs dossiers qui étaient importants dans le comté de Lac-Saint-Jean, c'est vrai. Vous faites un parallèle avec la possibilité d'une élection à l'automne dernier pour le fonds du 80 millions là, qui est annoncé, en fait, dont les négociations ont pris fin en juin passé. Ce n'est rien d'autre que enfin un programme qui était rendu disponible suite à l'adoption du projet de loi. Alors tout ça pour dire que les sommes ont été rendues disponibles en septembre et il n'y avait aucun doute dans mon esprit que dans la mesure où l'enveloppe d'argent devenait disponible, qu'il fallait notre responsabilité, c'était de pouvoir débloquer ces sommes-là rapidement parce que plusieurs de ces dossiers-là, vous le savez très bien, M. Paradis, étaient des dossiers qui dataient de longue date. Je vous dirais qu'on va poursuivre notre travail, mais je nous mets tous collectivement en garde. Je le fais avec tout le monde qui m'entoure, mon entourage, contre le psychodrame d'une possibilité d'élection. Parce que le gouvernement du Québec n'est pas en mode électoral. Le gouvernement du Québec a des plans de match pour les 6 prochains mois, pour la prochaine année, ainsi que pour les 2 prochaines années. Puis c'est la seule façon de gouverner le Québec. Parce que si je dis à mes fonctionnaires qu'on va être en élection dans 1 mois et demi, je peux-tu vous dire que toute la machine gouvernementale arrête de travailler? La seule façon de travailler correctement, c'est d'avoir un plan de match pour l'ensemble de l'année ou l'ensemble des mois qui sont devant nous. Et moi, là, ma responsabilité, là, c'est de gérer mon comté, c'est de gérer le Québec. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je vais continuer à tout mettre en œuvre pour débloquer le plus de projets possible pour la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais non pas dans une perspective d'élection à court terme, mais dans une perspective de bonne gestion des ressources, mais aussi de motivation des équipes. Puis c'est pas vrai qu'on est en mode électoral. Puis en même temps, moi, j'ai été dans l'opposition, je ne sais pas pendant combien d'années, au moins 6 ans, 5-6 ans, certains. 7 ans, merci, 7 ans. Non, pas 7 ans, 6 ans. 6 ans. ans qu'on est au pouvoir. Oui, c'est ça. C'est 6 ans puis une année au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que quand tu viens en politique, tu viens pour faire des choses. Et c'est évident qu'on peut faire beaucoup plus, à mon point de vue, lorsque nous sommes au gouvernement. Et dans la mesure où nous sommes au gouvernement, et on est en mesure présentement de faire des choses pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce que ça nous donne de nous précipiter en élection? Il y a des dossiers chauds qu'on a à régler. Alors, moi, je travaille sur des projets importants. Le projet du pôle technologique de l'aluminium, c'est majeur pour l'avenir de notre région. Pour la première fois, nos entreprises vont pouvoir aller chercher de l'aluminium qui est produit à l'usine d'Alma. Il faut comprendre que Rio Tinto est un partenaire direct d'un projet de développement économique comme ça. Et c'est la première fois qu'on rend accessible de l'aluminium à même un procédé d'extrusion qui se fera ici dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il reste encore du financement à aller chercher. Il y a des rencontres qui doivent avoir lieu, entre autres, avec l'équipe de finances à Québec. Et là, moi, comme député de Lac-Saint-Jean, j'ai une responsabilité. Mais si je vous faisais toute la liste des dossiers que j'ai l'intention de régler, le parc de Pointe-Taillon, les amis, là, ça fait un méchant bout de temps là, qu'on attend qu'il se règle finalement pour l'agrandissement du parc. C'est pas rien, l'agrandissement du parc pour les gens de Lac-Saint-Jean. L'agrandissement du parc de la Pointe-Taillon, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais essayez de trouver un terrain de camping l'été sur le bord du lac pour le fun. Fait que quand la CEPAC va offrir son nouveau parc pour l'accueil de tous ces vacanciers qui cherchent un espace sur le bord du lac Saint-Jean, c'est plus de touristes dans notre région. Plus de touristes dans notre région, c'est plus d'apports économiques qui arrivent de l'extérieur. C'est plus de gens qui connaissent notre belle région. Bref, c'est un projet de développement économique majeur et c'est un autre dossier que j'espère bien pouvoir finalement régler. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a toute une série de projets devant nous et notre responsabilité, c'est d'y travailler pour les régler, sans égard à la possibilité d'élection. Puis je rajouterais par rapport à ça, qu'il y a un contexte budgétaire qui existe aussi, dont on doit tenir compte. Là. Les libéraux ne s'occupaient pas de ça. Les autres, c'était pas grave, mettaient ça sur la facture. Mais puis en plus, des élections, ça ne se gagne pas nécessairement automatiquement par des engagements financiers. Puis on l'a vu, les libéraux eux-mêmes avaient promis pas mal plus qu'il y avait d'argent, puis ils ont perdu pareil. Il y a des valeurs aussi qui font que tu peux gagner des élections. Il y a des enjeux qui permettent de faire gagner des élections. Les élections, c'est pas juste un chèque. Là, il y a d'autres éléments que ça. Puis il faut qu'il y ait un lien de confiance qui existe. Il faut que les gens croient dans le projet dans lequel on est impliqué. Et ça, je pense que ça, c'est un élément assez fondamental aussi. Ce que je dois en comprendre, c'est que vous n'avez pas hâte d'affronter Philippe Couillard, c'est ça? Pas du tout. Ça va me faire plaisir. Je vais vous dire que j'ai...
disons que dans ma vie, moi, j'en ai affronté. J'ai fait des gros combats, là, l'Alcan, Hydro-Québec, l'armée canadienne, etc. Puis, je dirais que ça me stimule. Prochaine question, Denis Lapierre, suivi de Louis Tremblay et de Roger Boivin. Monsieur Trottier, spécifiquement, Monsieur Cloutier peut y répondre aussi. Question de la forêt, vous avez, dans votre présentation, bien sûr, vous êtes revenu sur ce rendez-vous qui a eu lieu à la fin 2013. Rendez-vous qui, effectivement, s'est terminé sur, une belle harmonie, sauf que on se retrouve toujours dans la même situation en matière forestière. On est encore plus dans un discours de désinvestissement que d'investissement. On n'a pas de bonnes nouvelles très souvent. Encore aujourd'hui, on nous annonce des mises à pied. L'avenir des scieries au Lac-Saint-Jean, de plusieurs scieries au Lac-Saint-Jean, n'est toujours pas fixé. Il y a encore des choses en suspens. Il y a la question, justement, de la certification. Bref, on a eu un beau concert d'éloges, mais concrètement, on n'a pas de nouveaux projets d'annoncer. On n'a rien de vraiment intéressant dans le sens de la diversification qui est tant souhaitée depuis des années en matière forestière. Bref, on trouve que ça va mieux dans les mines, ça va bien dans l'aluminium, c'est ce que nous dit M. Cloutier. Mais en forêt, les bonnes nouvelles, on les attend toujours. Non, mais au point de départ, là, tout business est toujours difficile, là, puis même il n'y a pas un secteur qui est facile. Là. Puis même quand on veut innover, c'est pas si évident que ça. Tout le monde dit qu'il faut transformer. Mais on a vu des projets, là, comme entre autres à Lebel-sur-Quévillon, il a dit on transforme le kit, mais là, oups, pour une raison X, à un moment donné, le marché n'est plus là, il y a une surtaxe en Chine. C'est pas facile, ça sera jamais facile. Mais il y a une chose qui est changée, fondamentale, un élément fondamental qui est changé avec l'ancien gouvernement par rapport au nouveau, c'est que rappelez-vous le message de l'ancien gouvernement du premier ministre. Qu'est-ce qu'il disait aux travailleurs? Allez travailler dans les mines. Quand les gens lui demandaient est-ce qu'on peut avoir un plan d'action pour relancer le monde forestier, il ne croyait pas du tout. Et là, à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où le premier ministre, le gouvernement n'y croit pas, comment vous voulez que ça incite les entreprises à investir? Comment vous voulez que les jeunes s'inscrivent dans les écoles? Comment vous voulez que les travailleurs aient envie de rester dans ce monde-là? Là, nous autres, il y a quand même un élément fondamental de changer. C'est que le gouvernement dit, nous autres, on y croit au monde forestier. On va vous accompagner, on va vous soutenir. On a un plan d'action pour les 3 prochaines années. Puis c'est sûr qu'un plan d'action pour les 3 prochaines années, ça ne peut pas se réaliser dans les 3 premiers mois. Ça, soyons conscients. Là, on part d'une situation qui était catastrophique. 30 000 jobs qu'on a perdus au Québec là-dedans. Et là, nous autres, on dit qu'on veut revirer la situation. Il faut se donner un peu de temps, là. Puis en plus, ce qui est intéressant, là, c'est que le message qu'on a donné à l'ensemble des Québécois et des Québécoises lors du rendez-vous national sur la forêt, c'est qu'il y a un avenir dans le monde forestier. Ça, là, juste ce message-là, il est fondamental. Puis quand vous dites qu'il n'y a pas de nouveaux investissements, je comprends, puis c'est pas nécessairement facile, puis tu le quittes, mais le timing est quand même s'améliore. Regardez la baisse du dollar. Peut-être pour certains, c'est pas bon, mais pour nous autres, pour les exportations, c'est pas mauvais. T'sais, ça va aider possiblement à ce qu'il se passe quelque chose. Puis il faut regarder ça sur une période un peu plus longue. Là. On a un plan d'action. Si dans 3 ans, il ne s'est rien passé, là, on dira on a manqué notre coup. Mais là, novembre, on est rendu au mois de janvier. Le rendez-vous a eu lieu à la fin de novembre, 21-22 novembre. Il y a eu la période des fêtes à travers de ça. Je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps, mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que notre gouvernement a confiance, la première ministre a confiance, puis on a un plan d'action, puis les gens sont prêts à faire partie des solutions. Moi, en tout cas, je trouve que ça va mieux qu'avant. Ouais, peut-être juste sur les perspectives économiques aussi, le marché américain est en train de reprendre, puis le prix du bois est en train de monter. Alors, pour ce qui est des scieries, la situation, si on se projette dans l'avenir, semble être meilleure, mais vous avez fait référence, j'ai cru, par votre question, que vous avez laissé entendre que l'aspect de la 2e, 3e transformation était peu présente, mais je pense que là aussi, il faut être prudent parce que les entreprises qui font du produit fini ne défrayent peut-être pas la manchette comme les scieries le font, par exemple. Puis je pense qu'on serait surpris, ou ça vaut la peine de faire le tour de l'ensemble des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré à l'usine de Larouche, mais à l'usine de Larouche, on ne fait pas du 2x4. Là. Une fois qu'on a coupé le 2x4, on fait des poutrelles hantées. Puis tout le marché des poutrelles hantées qui est produit à l'usine est entièrement envoyé aux États-Unis. Dans le comté de Lac-Saint-Jean, on fait
toutes les charpentes de Toiturex qui appartient à Sciery Martel. C'est du bois qui est scié à Sciery, qui est envoyé chez Toiturex, puis Toiturex transforme en espèce de toit semi-fini. Il y a Kenwall qui part du 2x4 qui est coupé chez nous, puis qui offre des murs déjà toutes montés à nos entrepreneurs locaux. Et évidemment, toute l'industrie papetière qui part de notre matière résineuse, qui part des copeaux, puis à partir des copeaux, produit du fini. À l'usine d'Alma, le papier qui est exporté, c'est du papier de très, très haute qualité. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que le deuxième, troisième transformation est déjà un joueur important dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Sûrement. Mais c'est certainement pas un secteur d'activité là, qu'on doit négliger. Prochaine question, Louis Tremblay. On va rester dans le domaine de la forêt. Ma question s'adresse à M. Trottier. C'est un peu dans le suivi. J'étais à Saint-Félicien quand on a dit que la ministre a dit les gens qui veulent travailler, qui veulent transformer, on va vous aider. À Saint-David de Falardeau, il y a un monsieur qui a une usine. Il demande du bois, du 30 pour faire travailler son monde 50 semaines par année. Il y a 2 millions de mètres cubes de 30 qui pourrissent dans le bois. Il n'est pas capable d'avoir une bûche. Cascade a eu 60 000 mètres cubes. Comme ça. La forêt appartient à qui, M. Trottier? Cassez pas tout. 90% la forêt appartient à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Puis moi, je serais très heureux de rencontrer votre monsieur pour pouvoir l'aider. Je pense qu'à partir du moment où des gens ils ont des projets, on les regarde puis on travaille dans ce sens-là. Écoutez, on a mis en place la charte du bois qu'on avait proposée aux libéraux. On avait proposé. Puis ça, c'était pas quelque chose qui coûtait énormément d'argent. C'était plus une volonté de valoriser ça. Ils voulaient rien savoir. Il aimait mieux écouter d'autres lobbies. Puis, nous autres, on a mis en place d'affaires. On a une politique de développement économique qui soutient par le biais de possibles rabais si tu utilises la nouvelle énergie. Il y a des programmes de subvention, etc. On a toute une panoplie d'éléments qui permettent de supporter ça. Mais c'est pas parce que, mettons, on a un plan d'action que tout se réalise facilement. Puis faire de la business, ça reste toujours difficile. Mais votre monsieur, je serais très heureux de le rencontrer. C'est parce qu'à Jonquière, à la direction régionale du ministère, là, on dirait qu'il y a un entêtement contre les entrepreneurs, contre les scieries indépendantes. Non. On n'est pas capable de trouver une bûche de bois. Les scieries indépendantes, là, ils crèvent parce qu'ils n'ont pas de bois. Puis ils pourraient scier du bois. Moi, je pense qu'il y a du bois. Non, mais c'est vrai, là. Ce dossier-là, c'est pathétique, M. Trottier. Il y a du bois temporaire dans le trambe. Je pense qu'on peut en trouver. C'est sûr que si les gens demandent du bois, mettons, sur une longue période, c'est plus compliqué. Regardez, c'est sûr que quand on regarde présentement le Louisiana Pacifique qui est fermé, il y a un gros CAF là, au-dessus de 600 000 mètres. On pourrait le retirer et dire on le donne à d'autres. Mais là, ça veut dire que c'est fini, cette usine-là. Là, c'est délicat tout ça. Là. C'est clair. Puis là, on espère que, comme disait Alexandre, que le marché américain va reprendre, puis qu'à ce moment-là, on peut reprendre l'usine. Si on peut redémarrer l'usine, si on leur a enlevé le CAF, puis que dans 6 mois d'ici, le marché est bon, on va dire, on aurait été mieux de garder ça ouvert. C'est pas toujours facile, mais sur l'esprit là, de rencontrer votre monsieur, ça me fera plaisir. Il a juste à m'appeler, puis je peux lui aider. Ça fait partie de mon rôle. Puis c'est gratuit en passant. Monsieur Cloutier, vous avez parlé beaucoup de l'industrie de l'aluminium depuis le début du cercle. Hier, on a appris la bonne nouvelle. Enfin, on espère que ce sera une bonne nouvelle pour la région. Ferro-Atlantica qui veut construire son usine au Québec. Et on apprenait du même coup qu'ils vont bénéficier d'un rabais sur l'électricité, donc tarifel, moins 20%. Les alumineries demandent depuis plusieurs mois, justement, d'avoir une baisse de tarifs. Il n'y a pas là un peu une contradiction? Vous n'avez pas peur que le climat se détériore, justement, avec Rio Tinto Alcan par rapport à cet enjeu-là de l'électricité? Dans le cas de Rio Tinto, comme vous le savez, c'est non seulement le tarifel moins le 20% dont vous parlez, c'est plutôt le tarifel moins 90%. Parce que, comme vous le savez, Rio Tinto est propriétaire des barrages sur les grandes rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Il y a une décision qui a été prise à l'époque, qui est un choix politique qui avait été fait parce que Alcan était une grande fierté québécoise et n'avait pas passé dans le lot de la nationalisation des barrages. De sorte qu'aujourd'hui, Rio Tinto est essentiellement en équilibre. Mis à part l'année du lockout, qui a coûté plus de 130 millions au Québec, je ne saurais suffisamment le souligner. Ça a coûté 130 millions l'achat d'électricité du gouvernement du Québec durant le lockout, pour de l'électricité, évidemment, qu'on n'avait pas de besoin. Alors, Rio Tinto est dans une position où ils sont essentiellement en équilibre. Peut-être d'une année à l'autre, ils peuvent acheter un petit peu d'électricité. Mais essentiellement, c'est si on se projette dans l'avenir pour la phase 2, pour la phase 2 et 3 de la P60, où là, effectivement, Rio Tinto pourrait être en demande. Est-ce qu'ils sont déjà dans une situation de maximisation des barrages? Je n'ai pas cette information-là. Mais on l'a vu avec les investissements qu'ils ont fait à Chipcha, ils ont augmenté leur capacité de production de mégawatts. Alors, ce que j'essaie de dire finalement, c'est que la situation de Rio Tinto, c'est pas la même situation qu'Alouette. Et je pense que d'ailleurs, quand on parle aux dirigeants de Rio Tinto, ils sont relativement prudents sur cet enjeu. Maintenant, il y a des négociations qui ont cours, comme vous le savez. Pas question pour nous de laisser tomber les gens de la Côte-Nord, puis la grande industrie de l'aluminium, qui est un partenaire. Mais tout ça, c'est toujours une question d'équilibre. Le Québec bénéficie d'un avantage exceptionnel qui est cet apport en hydroélectricité. Puis il faut comprendre que les Américains ont baissé leur coût de production parce qu'ils ont accès à des gaz de schiste. Si les Américains n'avaient pas cette mine d'or que sont les gaz naturels, peut-être que l'économie américaine ne serait pas dans un si bon état, ou du moins les espoirs de reprise économique n'auraient pas été si bonnes. Un des avantages que nous, on a, c'est notre hydroélectricité. Tant mieux si elle sert à la grande entreprise pour la création d'emplois. Mais le cas de Rio Tinto est un cas particulier. Et comme vous le savez, il y a encore, c'est 400 000 tonnes qui se sont engagées à produire au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l'entente de 2006. Il y en a 60 000 tonnes en branle avec la phase 1 de la P60, mais il en manque encore 340 000. Là. Je veux juste être clair là-dessus. Alors, puis le tonnage supplémentaire, bien, c'est le tonnage... c'est le tonnage de la phase 2 de l'usine d'Alma, puis c'est le tonnage de la phase 2 de la P60, puis ce sont ces investissements-là qu'on est toujours en attente. M. Trottier, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être ajouter en complément que c'est sûr qu'on a des surplus d'électricité présentement. Ça ne durera peut-être pas aussi, ça c'est un autre élément. Puis, il y a des négociations qui sont en train de se faire présentement. Mais si les entreprises disent, nous autres, là, on voudrait que vous baissiez le prix de l'électricité quand le prix de l'aluminium est très bas, et on est prêt à accepter d'avoir une hausse de l'électricité quand le prix de l'aluminium est très haut, peut-être que ça se regarde, ça, là. Mais si on baisse le prix parce que c'est bas, puis après ça, on garde ça tellement bas, est-ce que vous autres, comme citoyens, vous allez être d'accord avec ça? Il faut trouver des solutions dans lesquelles on va être gagnant-gagnant, là. C'est pas vrai que les profits vont être privés et les déficits vont être publics. À un certain moment donné, là, il faut trouver un équilibre parce que par rapport aux finances publiques, par rapport aussi au fait que c'est les citoyens qui vont assumer tout ça, bien, si on est capable d'avoir un plan qui fait en sorte qu'on trouve un équilibre, je pense que ça va marcher. On est là pour trouver des solutions, mais on n'est pas là pour ramasser tout ce qui n'est pas payant puis laisser tout ce qui est payant au privé. Roger Boivin, suivi de Bertrand Tremblay. Justement, ma question était sur l'enjeu énergétique aux deux députés ministres. Pour M. Cloutier, c'est l'enjeu de Jim Gray, même la négociation générale avec Résolu. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Puis au niveau de M. Trottier, un de vos engagements, c'était la poursuite du programme des mini-centrales. Le gouvernement a annoncé l'arrêt du programme, sauf Val-Jalbert. Mais il y a eu une ouverture du gouvernement pour compenser les communautés, les 5 communautés qui étaient très avancées. Alors, je voudrais vous entendre sur le programme de compensation. Enfin, je ne sais pas la forme que ça prendra, où est-ce qu'on en est. Puis, bien sûr, Résolu, qui est important pour le lac, le Saguenay aussi. Bon, sur la question de Jim Gray, il faut savoir qu'il y a une négociation globale qui est en train de se faire. Là, c'est pas juste sur Jim Gray, c'est sur un ensemble de dossiers. Puis, pour toutes sortes de raisons, il y a eu des retards. Puis, c'est que l'entreprise elle-même a amené des nouvelles propositions. Puis finalement, il faudrait regarder ça, mais je pense normalement, on devrait aboutir prochainement.
Sur la question des mini-centrales, hier, je discutais avec le président de la FQM, Bernard Généreux, qui est encore président là, pour quelques semaines. Il disait que les négociations vont bien dans l'idée d'avoir un programme par rapport aux éoliennes qui pourrait compenser les petites centrales. Je pense qu'en tout cas, là, ça semble bien aller de ce côté-là. Pour le reste, écoutez, on a un projet, là, Val-Jalbert, qui est en construction. Moi, j'ai bien hâte de voir les résultats. Il y a des gens qui nous prédisent une catastrophe nucléaire internationale. Moi, j'ai l'impression que ça devrait s'intégrer dans le décor, comme on dit. Puis que finalement, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des choses sans qu'il y ait aucun impact. L'impact zéro, là, ça n'existe pas. Puis à un certain moment donné, quand on parle de développement durable, il faut être capable de réussir à amener aussi des rentabilités économiques sur l'ensemble des projets. Vous savez, au niveau du développement touristique, c'est pas facile, là. Puis on a vu des sites qui ont fermé, puis je pense que la part de la mini-centrale va aider à faire en sorte que Val-Jalbert puisse continuer, puis il y a 100 emplois là-dedans. C'est pas rien, là. Monsieur Cloutier? Moi, juste, Denis a bien raison. Il y a un négociateur qui a été nommé, c'est M. Grenier, au nom du gouvernement du Québec, et qui a ce mandat de négociation pour Jim Gray, mais en même temps, effectivement, ça s'inscrit dans un processus plus large qui est l'ensemble des problématiques que doivent régler avec le produit forestier résolu. Mais à nouveau, je veux vous faire remarquer qu'il y a 2 seules entreprises québécoises qui ont des droits sur les rivières, c'est Rio Tinto puis Produits forestiers résolus. Les 2 se trouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce sont des cas exceptionnels. Maintenant, c'est un avantage pour notre région, je le pense profondément. Maintenant, encore faut-il que l'utilisation, que le prochain contrat entre le gouvernement et l'entreprise soit bonne pour les travailleurs et soit bonne pour les usines. Puis là, ça devient un peu notre rôle, nous, les députés, de s'assurer que la négociation va aussi être juste et bien répartie. Et vous savez que l'usine d'Alma est bénéficiaire de cette entente et est une manière de réduire les coûts de production parce qu'elle bénéficie d'une énergie à moindre coût. Alors bref, c'est une forme de subvention qu'a fait le gouvernement du Québec. C'est bon, c'est pas mauvais en soi, mais encore faut-il de s'assurer des investissements, du nombre de travailleurs, et c'est exactement ce dont il s'agit présentement dans la négociation. Bertrand Tremblay, suivi de France Paradis et de Louis Tremblay. Alors, revenons à la forêt, M. Trottier. Il y a un dénommé Tribouleau, vous savez, l'ancien directeur de ce que j'appellerais une université française de la forêt, qui est venu passer 2 ou 3 ans ici comme professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a fait une vaste étude de notre forêt, qui a produit un rapport avec beaucoup de recommandations. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces recommandations et est-ce qu'il y en a qui sont en application? Bien, d'abord, j'ai rencontré M. Tribouleau à quelques reprises. C'est un personnage, on pourrait dire, extrêmement sympathique, qui a une, je ne sais pas si on peut appeler ça une foi envers le monde forestier. Puis, je pense que, dans le fond, moi, le message que je retiens, en dehors de certaines pratiques, c'est qu'il faut croire dans nos ressources. Il faut être capable de les mettre en valeur. Puis, parce que ça, si tu y crois pas, au point de départ, là, beau avoir n'importe quelle je dirais, suggestion, si tu y crois pas, puis moi, c'est ça le message que je retiens de M. Tribouleau, c'est qu'on a une formidable ressource qui est renouvelable, parce que ça, on l'oublie là, trop souvent. Il y a des gens qui disent ouais, là, peut-être qu'on a trop coupé, etc. Puis, je suis persuadé qu'on a fait des erreurs dans le passé, là, mais c'est pas des erreurs irrémédiables. À partir du moment où cette ressource-là, elle est renouvelable, bien à ce moment-là, on peut compter sur un avenir. Puis, moi, je vous l'ai déjà dit que le bois, c'est l'or vert qui va remplacer l'or noir. Ce qui est la grosse différence avec l'or noir, c'est que l'or noir, on est sûr que c'est pas renouvelable, puis en plus, c'est pas mal plus polluant. Là, on a une ressource qui est écologique, qui est noble, puis qui est renouvelable. Moi, je pense que on doit miser là-dessus. Puis je vais vous donner un exemple. Là. On est dans les périodes de froid présentement. Là. Hydro-Québec nous recommande de baisser les thermostats, puis c'est correct. Là, puis je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce que la pointe nous coûte extrêmement cher. Est-ce qu'on pourrait... Il y a des gens à Montréal qui ont voulu tout interdire les poêles à bois. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on devrait inciter
les gens à avoir des poêles à bois EPA, des poêles à bois qui sont écologiques, qu'on pourrait dire, puis il en existe sur le marché. Puis qu'à ce moment-là, non seulement ça donne une autonomie aux gens en cas de grand froid, si jamais, mettons, tu perds l'électricité, bien, tu peux te chauffer, c'est quand même assez fondamental. Puis ça pourrait nous aider à baisser cette pointe-là. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait faire partie des solutions. Il y en a toutes sortes d'idées, mais les idées, ils avancent à partir du moment où on croit dans la ressource. Si on croit dans la ressource, on va trouver toutes sortes d'utilisations, toutes sortes de pratiques qui vont faire qu'on va se donner un avenir. Moi, je pense que son message principal, c'est « Vous avez une ressource formidable, il faut y croire davantage. » Ceux qui y croient, ceux qui y ont cru, entre autres, là, comme en Autriche, il y a eu des communautés là, qui sont partis de rien puis qui ont bâti quelque chose. Ben, nous autres, dans le fond, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas le royaume du Saguenay, c'est le royaume de la forêt. Puis je pense que on doit miser là-dessus. France Paradis, suivi de Louis Tremblay et de Denis Lapierre. M. Cloutier, lors de votre élection, un des premiers gestes que vous avez posé, c'est de vous entourer d'une équipe. Et vous avez mis en place notamment une espèce de bureau de surveillance des dossiers pour s'assurer que tout fonctionnait bien à l'intérieur de la machine. En rapport avec les audiences publiques du BAP qui vont se tenir, on s'embarque dans un processus qui risque de durer de 2 à 3 ans. Avez-vous envisagé d'adjoindre à votre bureau quelqu'un, un spécialiste qui va assurer le suivi du dossier à l'intérieur? Et en sous-question, j'aimerais savoir, concernant, vous avez parlé un peu tout à l'heure de Pointe-Taillon. Pour pouvoir continuer à agrandir Pointe-Taillon et tout, il va falloir qu'il reste encore quelque chose de Pointe-Taillon. Parce qu'au rythme où ça en va, l'érosion actuellement, l'île Bouliane est en train de disparaître et Pointe-Taillon a été amputée d'une bonne partie. Et on sait notamment que dans les ententes, Pointe-Taillon, la CEPAC ont cédé leur droit de poursuite envers Alcan s'ils ont des bris, n'importe quoi. Avez-vous l'intention de demander, dans le cadre des audiences publiques, justement que Pointe-Taillon soit préservé dans une espèce d'entente spécifique pour en assurer la préservation à moyen et à long terme? Vous voyez que vous êtes l'exemple vivant que le lac Saint-Jean est rempli de bonnes ressources justement pour préparer les bons dossiers pour la prochaine audience publique. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est évident que les préoccupations pour l'île Bouliane puis les problématiques d'érosion avec le parc de la Pointe-Taillon seront des éléments qui seront certainement discutés lors des audiences publiques, mais on peut penser que notre directeur des parcs qui nous a interpellés, nous, Denis et moi, je laisserai Denis répondre parce que c'est un dossier qu'il connaît très bien, l'érosion de l'île Bouliane, entre autres. Mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner... je connais l'expertise qu'il y a sur le terrain. Maintenant, je pense que le rôle du gouvernement du Québec, c'est de s'assurer que les citoyens aient accès à l'information pertinente nécessaire pour qu'ils puissent se préparer. Mon bureau, vous avez fait référence à mon équipe. Je suis extrêmement fier des gens avec qui je travaille, puis je me trouve privilégié d'avoir une équipe aussi compétente. Mais eux-mêmes ont la chance d'être accompagnés par tous les fonctionnaires du ministère, entre autres aux ressources naturelles, qui eux-mêmes auront la responsabilité de nous assurer qu'on a toute l'information. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que comme on a du temps devant nous, si les citoyens ont des questions à poser auxquelles ils n'ont pas de réponse, ou du moins ils souhaitent documenter davantage, mais c'est sûr que nous, on aura l'obligation de les accompagner pour s'assurer qu'il y a un partage d'informations et que les gens soient suffisamment outillés pour construire des mémoires de qualité avec de l'information pertinente. Mais en même temps, il faut accepter aussi que le processus du BAP sert aussi à ça, à faire relever de l'information. Et à partir de là, je suis convaincu que nos amis journalistes vont nous aider aussi à s'assurer que toute l'information soit rendue publique. Je suis persuadé que la Pointe-Taillon, l'île Bouliane va être un des enjeux des audiences, ça me paraît incontournable. Écoutez, Alexandre et moi, puis moi j'en avais fait même avant d'être député durant le temps que j'étais préfet puis maire de Péribonka, j'ai fait des démarches par rapport à ça. Écoutez, c'est un parc national de conservation. Puis là, qui se conserve pas, tu sais, là, c'est clair. Tu sais, j'en ai entendu des vertes et des pommures par rapport à ça. Puis en fin de semaine, je suis allé en motoneige dans le secteur de l'île Bouliane. Puis je peux vous dire qu'il y a du décapage qui s'est fait. Là, tu sais, la partie qui est à vif est plus longue qu'elle était avant. J'ai pas pris de mesures comme telles, là, mais ça m'apparaît beaucoup plus long que l'été passé. J'ai l'impression que cet automne, là,
comme on dit dans le jargon chez nous, ça l'a vargé, c'est clair. Puis je regardais le nombre d'arbres qui sont en train de tomber, les arbres qui sont de travers, les bouleaux, là. Il y en a toute une série, là. Ça fait que vraiment, là, ça a fait dur cet automne, là. Ça a été extrêmement difficile. Puis en plus aussi, c'est que faut être conscient que l'île Bouliane préserve tout ce qui est derrière, là. C'est clair. À partir du moment où l'île Bouliane se rapetisse, à ce moment-là, c'est la protection du reste de la pointe qui est diminuée, là. Fait que là, c'est incontournable, à mon avis, de trouver des mesures qui vont faire que on va être capable de conserver le parc national de conservation. Louis Tremblay, suivi de Denis Lapierre. Monsieur Cloutier, ma question s'adresse à Monsieur Cloutier. Tantôt, vous l'avez dit, plus de touristes au lac Saint-Jean, c'est plus d'argent. Depuis 5 ans, les Indiens du lac Saint-Jean bloquent systématiquement tout le développement de la pêche à Wananiche, que ce soit en rivière, que ce soit sur le calendrier de pêche, parce qu'il y a des fonctionnaires de la direction régionale, toujours la même direction, qui ont décidé que les Autochtones, sous le couvert du devoir de consulter de l'État, avaient aussi, en même temps, un droit de veto. Ils ont bloqué le développement de la Chamouchouane pour la pêche, ils ont empêché l'ouverture de la pêche, plus de bonheur, au lac Saint-Jean. Et ça a mis le monde en colère, des manifestations à Roberval. Aujourd'hui, on se retrouve avec tout ça, une situation explosive à Roberval. Le chef en parlait matin. Le maire de Roberval, qui a l'appui unanime de son conseil, refuse de céder du territoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme politique? Et allez-vous maintenir ce droit de veto-là qui n'existe pas aux Autochtones sur le développement de la pêche? Bon. C'est une longue question, mais non. C'est quand même complexe. Puis on voit les tensions sociales, les tensions qui montent entre les communautés. À la base, c'est la dernière chose qui doit arriver, c'est-à-dire encourager les tensions entre nos amis autochtones puis nos amis qui habitent dans la municipalité de Roberval, mais qui ne concerne pas juste les gens de Roberval si on parle de l'accès aux droits de pêche. Mais tout ça soulève une problématique plus générale qui s'appelle l'approche commune. Pour les plus vieux, vous vous souviendrez qu'il y a eu des époques où l'approche commune défrayait la manchette de manière régulière et qui soulevait les tensions. Maintenant, sous le règne des libéraux, c'est un dossier qui est à peu près été mis de côté, on peut le dire comme ça. Puis, pour toutes sortes de raisons, il y a eu des problèmes avec les négociateurs à Ottawa, négociateurs à Québec. Il y a eu des changements de chef aussi dans la communauté Innu, sans compter leur propre division interne chez les Inuits, avec particulièrement les Inuits de la Côte-Nord. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce que ça amène, c'est que, contrairement avec les Cris ou les Inuits, où eux ont des ententes avec le gouvernement du Québec, l'approche commune est toujours en état latent. Et il est plus que urgent, à mon avis, qu'on en arrive à une entente globale avec les Inuits pour régler le type d'enjeux qui nous concernent, comme par exemple les droits de pêche. Mais vous parlez des droits de pêche, mais pas très vite après arrive aussi la question du droit de chasse. Ce droit de chasse est dans le Nord, mais aussi dans la réserve faunique des Laurentides. Puis ça, c'est sans parler des problématiques que les Inuits ont avec les Hurons concernant justement l'exercice des activités de la pêche, de la chasse puis de la cueillette à la hauteur de la rivière aux écorces. Alors, si on ne règle pas l'ensemble de l'œuvre d'un seul coup, ben on en arrive au cas par cas. Et je pense que la gestion du cas par cas n'est pas tout à fait la bonne façon de faire. Et c'est pour ça que ça nous prend une approche globale. Mais en même temps que je dis qu'on doit remettre en branle l'approche commune puis en faire une priorité, il faut aussi être prudent puis s'assurer que la population, elle est informée. Et si j'ai un reproche à faire par le passé, c'est que les tournées de consultation qu'on faisait sur l'approche commune, bien, on informait le monde qu'on négociait. Mais on n'informait pas le monde de ce qu'il y avait dans la négociation. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on ne doit pas reproduire. Et si on veut que ça fonctionne et qu'on en arrive à une entente qui est bonne pour tout le monde, bien, il va falloir que la consultation des populations qui habitent le territoire, parce que c'est plus facile de négocier avec les Cris, plus facile de négocier avec les Inuits, dans la mesure où il y a moins de monde qui habite à je sais pas moi, Waswanipi ou à Kuujjuaq. Je parle des communautés non autochtones ici. Ont un droit de veto sur les pratiques de la chasse et de la pêche
des Blancs québécois. Trouvez-moi un article de la Constitution qui le dit, puis là, on va le croire. Parce que c'était ça dans la région au cours des dernières années. Ouais. Monsieur Tremblay, vous savez pertinemment que l'article 35 de la Constitution de 1982 prévoit une reconnaissance des droits ancestraux des Autochtones. Et par interprétation judiciaire de la Cour suprême, on est arrivé à reconnaître des droits constitutionnels. Et lorsqu'on reconnaît des droits constitutionnels, ce sont des droits supérieurs aux autres droits. Et de certaines manières, peuvent donner l'impression qu'effectivement, il s'agit de droits de veto parce que dans la mise en œuvre de leurs droits, mais par définition, ce sont des droits qui sont supérieurs. Et ça, on doit prendre acte de ça. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'ils ont droit à tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner et ça ne veut pas dire que tout ça ne doit pas faire l'objet d'une négociation. Et c'est pour ça que je dis que l'approche commune doit être prioritaire pour notre gouvernement, particulièrement dans le cadre d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Belle façon de lancer un gouvernement majoritaire. Ça prend une élection pour ça? Et pour ça, ça prend une élection. D'ici 3 ans, on devrait en avoir une. Et au maximum. Pour régler l'ensemble des questions qui vont au-delà de la pêche sur la Chouap-Mouchouane ou sur la rivière Métabetchouane, ou pêcher 2 semaines avant. Et dans le lac Saint-Jean. Dans le lac Saint-Jean. Monsieur Lapierre. Peut-être un petit complément par rapport à ça, c'est que faut pas oublier là, qu'on a 2 choix dans ça. Soit qu'on fait des négociations politiques, ou soit qu'on laisse les cours décider à notre place. Nous, on préfère les négociations politiques. Puis c'est sûr que quand tu es 9 ans ou presque 10 ans sans faire avancer un dossier, ben tu te ramasses avec des dommages collatéraux. Puis là, nous autres, on ramasse ça pour essayer de corriger ça. Mais notre esprit, c'est de trouver des solutions dans lesquelles tout le monde va être gagnant. Puis je vous rappellerai que quand j'étais préfet, une des résolutions qu'on avait prises, c'était qu'on demandait que les MRC soient associés à l'approche commune, puis qu'il y ait un mécanisme de résolution de conflits qui puisse exister, qui puisse être mis en branle éventuellement. Et je pense que c'est encore une bonne idée. Monsieur Lapierre. Juste pour finir cette question-là, avant de passer à ma question principale. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je fais ça vite. Guy Larouche, Robert Val, les histoires de terrain, est-ce que ça fait partie du cas par cas? Est-ce que ça fait partie des dommages collatéraux? Bien sûr. C'est évident que c'est... Écoutez, prenez le problème de l'exercice des droits de vote des Autochtones qui sont sur le territoire de municipalité et qui, à chaque élection, on se demande s'ils ont le droit de voter ou pas. Je veux dire, ça, c'est vieux comme la terre. C'est vrai à Robertval, mais c'est vrai aussi dans la région de la Gaspésie, avec les Micmacs. Je veux dire, c'est le genre de questions que les gouvernements précédents n'ont pas réglées, puis qu'à un moment donné, il faut régler dans une approche globale pour éviter ce genre de situation-là où tous et chacun, ils votent leur propre interprétation. Il faut régler l'ensemble des différents, on peut le dire comme ça, des irritants, c'est plutôt des irritants, pour repartir sur une base nouvelle. Mais les Autochtones, ils font partie de notre histoire, ils font partie de qui nous sommes, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et nous avons une histoire d'harmonie avec eux. Maintenant, il s'agit de s'assurer que ça se poursuive correctement, dans une approche de donnant-donnant. Puis je suis en train de faire le tour de l'ensemble des intervenants par rapport à la question des partages de territoire. J'ai parlé entre autres avec le maire de Robertval. Je lui ai signifié très clairement que moi, je favorisais la négociation, puis que c'est dans cet esprit-là qu'il fallait aller. C'est sûr que ça ne se réglera pas en l'espace de quelques semaines, mais comme on dit, si on a attendu pendant 9 ans de redémarrer le dossier, on peut se donner quelques mois pour trouver des solutions. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où tout le monde sera de bonne foi, on va trouver des solutions gagnant-gagnant. Votre question principale, M. Lapierre? Dans un tout autre ordre d'idée, débat sur la Charte des valeurs québécoises. Pour les députés du Lac-Saint-Jean, de savoir que ce sujet-là risque d'être un des sujets fondamentaux de la prochaine élection, si elle a lieu dans 3 mois, 6 mois, dans 3 ans. Est-ce que ça vous dérange pas un peu quand vous avez des dossiers comme vous présentez, comme ceux-là, des dossiers importants pour le développement régional de la région ici, mais de l'ensemble des régions du Québec, de voir qu'actuellement, l'énergie que ça prend, que ça vous prend à l'intérieur du caucus, l'énergie que ça prend au gouvernement et l'espace que ça va prendre à la prochaine élection, est-ce que ça vous décourage pas un peu? Il faut pas mélanger l'actualité politique par rapport à l'énergie qui est dévolue à nos dossiers. Moi, très personnellement... Pas de ça tous les jours au caucus. Non, ni au caucus, ni même avec les citoyens qui nous interpellent, puis même dans la société en général. Moi, je serais curieux s'il y avait un vote au Saguenay-Lac-Saint-Jean, juste à la charte, là.
je serais surpris. À mon avis, c'est très, très, très favorable avec le projet du gouvernement. Tout ça pour dire que ça m'apparaît pas être un enjeu qui accapare tant que ça accapare beaucoup sur la place médiatique, mais très, très peu quand on n'est pas ministre ou député responsable du dossier. Bien qu'il y ait des éléments au gouvernement qui ont beaucoup de place, qui prennent beaucoup de place et qui veulent garder cette place-là. Oui, mais là, il faut être conscient que les médias ont un rôle extrêmement important dans la place qu'un sujet occupe. Là. J'ai l'impression que c'est plus de votre côté que de notre côté. On va vous dire sincèrement, je pense que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé à notre caucus de députés et ministres de ce sujet-là. Bernard s'en occupe, ça va bien, en tout cas à notre avis. Puis l'autre affaire, pas oublier que c'est pas parce que les libéraux avaient mis ça en dessous du tapis que la question de l'identité puis des valeurs, c'est pas essentiel. Là. Tu sais, c'est quand j'entends notre ami de l'abbé, monsieur Simard, Serge Simard, qui hier a trouvé que c'est de la futilité. Quand on se... Je pense que lui, il est plus préoccupé par les futilités que les éléments fondamentaux comme l'identité. Si on croit que l'identité, c'est pas fondamental dans une société, on a un sérieux problème. Là. Ça reste quelque chose de fondamental. On existe. Il faut qu'il y ait un nous dans une société. Là. Une société, ça ne peut pas être l'ajout juste de la liberté individuelle de chacun. Là. Ça ne tient pas à route, ça. Il faut qu'il y ait un nous. On est en train de travailler là-dessus et la plupart des Québécois sont d'accord avec nous autres. Bien content de ça. Puis je veux juste faire remarquer que si ça a pris autant de place dans l'actualité les dernières semaines, c'est pas tant lié au gouvernement qu'à l'opposition, qui, comme vous le savez, tergiverse à faire connaître une position claire, qui est cohérente, puis c'est leur propre division interne qui a défrayé les manchettes, et non pas le gouvernement qui, lui, s'est juste poursuivi, dans le fond, à travers les audiences. 30 secondes, M. Cloutier. Loi 99, la contestation, qu'est-ce qui arrive avec ça? La contestation, c'est toujours devant les tribunaux. Ça n'a pas bougé depuis l'intervention du gouvernement fédéral de contester. Ils ont la ferme volonté toujours de remettre en question la majorité de 50 plus 1. Ils ont revu leur position. Alors maintenant, le gouvernement du Québec va faire entendre sa voix, puis par ses meilleurs procureurs. Mais effectivement, se sont toujours inscrits dans la même logique, où pour eux, 50 plus 1, ça n'existe pas, puis c'est pas une majorité valable. Puis tout ça pour faire plaisir à l'Ouest canadien. Il y a juste Denis Lebel qui avait dit publiquement qu'il n'était pas sûr qu'il était d'accord avec son gouvernement, mais le lendemain, il avait changé d'idée en disant que finalement, c'était une bonne position parce qu'il s'était rendu compte que si il continuait de dire que c'était... qu'il ne partageait pas l'avis du ministre de la Justice, qu'il y avait un problème de solidarité ministérielle et qu'il devrait démissionner. Alors, il n'a pas réitéré ses propos. Merci beaucoup, messieurs. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.